Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. Au sommaire, encore une affaire de mœurs éclaboussant des élèves du lycée bilingue de Kribi dans la région du Sud. Accusés de proxénétisme, corruption et consommation de stupéfiants, certains adolescents de cette école ont été placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Kribi cet après-midi. Les confidences de ces élèves révèlent au grand jour l'ampleur d'une délinquance juvénile. Et puis en religion, à l'occasion du Trédome pascal annonçant le vendredi saint et la célébration de la Pâque, les dignitaires religieux exhortent les fidèles chrétiens à multiplier les prières et prendre l'exemple sur le Fils de Dieu, lequel a sacrifié sa vie pour sauver l'humanité. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Dans le département du Mbam et Inobu, les populations du village Bogando s'opposent à l'accaparement de leurs terres à hauteur de 5000 hectares par des investisseurs au profil peu convaincant. On fait le point dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Gizogo. À Bogando, l'un des 36 villages de l'arrondissement de Bokito, dans le département du Mbam et Nubu, région du centre, les populations sont vent debout contre une opération de cession de leurs terres. Depuis 2019, il y a un certain investisseur qui est résident en Europe, en fait, qui essaye de mettre, comme on dit, la main basse sur les terres de notre village. À travers un sous-préfet, l'ancien sous-préfet, il a obtenu de lui un acte administratif qui lui accordait 4000 hectares. Face à l'opposition des populations, le préfet de ce département va intervenir pour y mettre un terme. Pourtant, loin de renoncer à leur projet, les initiateurs de cette opération vont revenir à la charge, se dénommant désormais Groupement coopératif du Mbam après Société Mbamoise agricole Sahel. Sous le pilotage de son président qui est Massiamé Kene Daniel, avec donc une nouvelle société, ils sont venus négocier une sorte de protocole d'accord avec le chef et les notables et certaines autres personnes probablement intéressées en ciblant un actif foncier de 1000 hectares. Dénonçant ces manœuvres, les populations et élites de Bogando pointent une entreprise d'accaparement de leurs terres à des fins inavouées. C'est un agenda de pouvoir mettre la main sur des terres sans aucune justification sous la forme d'investissement. On a constaté qu'il a obtenu une dérogation spéciale du ministre des Domaines, des Affaires foncières, qui d'ailleurs, précédemment, en 2020, avait donc suspendu les opérations justement parce qu'il y avait ces problèmes d'enjeux d'accaparement des terres. Pour bien montrer leur détermination, elles ont fait parvenir une lettre d'opposition aux autorités compétentes en la matière. Nous avons constaté donc qu'il était absolument urgent et nécessaire de faire formellement opposition à ce processus-là en adressant une lettre en bonne et due forme, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes du village, au ministre des Domaines et aussi au ministre de l'administration territoriale, pour dire que cette opération est frauduleuse et dangereuse. À l'appui de leur indignation, les populations de Bogando soulignent les risques d'affrontement dans leur village. Il est aussi rappelé la méfiance à mettre en avant face à des acquéreurs fonciers qui ne disposent ni d'une étude de faisabilité ni d'une étude d'impact socio-environnemental de leur projet.
Françoise, 60 ans révolue, n'a plus que ses yeux pour pleurer. Elle a assisté, impuissante, à la démolition de son domicile la nuit dernière au quartier Kolmitag dans l'arrondissement de Douala 2e. Cette dernière qui accuse les agents de la mairie d'être à l'origine de ces casses, dit obtenir des autorités un permis de bâtir. On voit tout cela dans ce reportage de Sedingting, Claude Quoi. Françoise arpente les ruines de ce qui fut sa maison au quartier Kolmitag dans le 2e arrondissement, dans l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. Toutes ses affaires sont ensevelies après le passage des engins durant la nuit. J'entends qu'on frappe à la porte la nuit. Je demande qui c'est. J'entends sors, sors. Je sors pour voir qui c'est. Je vois des hommes en tenue. Je demande ce qui se passe. On me bouscule. Ils me disent qu'ils veulent casser. Je leur demande d'attendre que je prenne le papier qui montre que j'ai payé. C'est Madame le maire, Denise Fampou, qui m'a donné le document. Pourtant, comme l'atteste ce document, Françoise a versé de l'argent à la mairie de Douala 2e en vue de l'obtention d'un permis de bâtir. J'ai payé 50 000 francs. Je suis allée voir Madame le maire. Je me suis battue. La famille m'a aidée et j'ai payé. Jeannette, la fille de cette dernière, se souvient que sa mère a bel et bien versé le montant demandé par la mairie. Donc ce n'était même pas la conscience en tant que telle, c'était une réflexion dans la devanture et les tôles. On a commencé comme ça, les gens de la commune sont passés, ils ont dit qu'on doit payer. Qu'est-ce qu'on a vu les gens de la mairie? La maman a dit que non, ils ont dit qu'ils ont remis une convocation, qu'on aille à la mairie. La maman est allée à la mairie, elle a vu Denise Fampou elle-même. Denise Fampou a donné un montant que la maman devait payer. Maintenant la maman est partie, elle a payé le montant qu'ils ont demandé, 50 000 francs. Ce que la Denise Fampou elle-même, ce qu'elle a demandé, la maman a payé. Elle est revenue avec le papier, elle nous a montré. À notre grande surprise, ce matin, les gens de la commune et la police, ils viennent là, ils disent que sortez, sortez, sortez. Aujourd'hui, la sexagénaire, veuve et malade, n'a plus que ses yeux pour pleurer en regardant le fruit du travail de toute une vie s'effondrer comme un château de cartes. Dépravation des mœurs au lycée bilingue de Kribi dans la région du Sud. Une vingtaine d'élèves placés sous mandat de dépôt à la prison principale, accusés de corruption, atteinte à la pudeur, consommation de stupéfiants. Ces derniers sont accusés de proxénétisme, consommation de stupéfiants, je le disais, et ce n'est pas la première fois que le lycée bilingue de Kribi défraie la chronique avec ce phénomène. Joseph Benabel. Une vingtaine d'élèves de ce lycée bilingue de Kribi viennent d'être déférés au parquet de Kribi pour des faits de pornographie dénoncés par le surveillant général. L'élève Nta, 4e espagnol 2, est venu se plaindre à mon bureau qu'il y a un groupe d'élèves du lycée qui lui devait 40 000 francs. En me posant dans des questions, je me suis rendu compte qu'il y a eu un abus sexuel sur elle et ces garçons ont promis de lui donner 40 000 francs. Elle ne vient pas se plaindre parce qu'elle a été abusée, elle vient se plaindre parce qu'elle n'a pas reçu les 40 000 francs. Cette situation qui récidive et ternit l'image du lycée bilingue semble ne pas être un phénomène propre à Kribi. Le lycée bilingue traite ouvertement ces problèmes. Les autres couvrent beaucoup de choses. Il se passe tellement de choses dans les établissements. On en est au courant. Bon, ben, les gens veulent parler du lycée bilingue et bien parler du lycée bilingue. En mal, parler aussi du lycée bilingue en bien. Qu'est-ce que la société veut dire à Kribi? Est-ce qu'il y a un cours de sexualité au lycée bilingue qu'on ne donne pas dans d'autres lycées? Non. Pour les enseignants ici, ces enfants sont victimes d'une société en déphasage avec les bonnes mœurs. Ceux qui sont reconnus comme des hommes de Dieu ne sont plus, de plus en plus, ils ne sont plus des modèles dans la société.
Et même les parents, est-ce que nous sommes des modèles dans nos maisons, chacun dans sa maison? Est-ce que nous sommes des modèles pour nos enfants? Est-ce que nos heures d'entrée sont aussi catholiques? Pourtant, Madame le ministre des Enseignements secondaires était ici l'année dernière pour apporter une solution à ce fléau pendant qu'il était encore embryonnaire. Au-delà de la peine de prison que risquent la plupart de ses élèves, plusieurs pensent que la solution se trouve dans la prise de conscience des parents. Il faut éduquer les enfants. Et dans l'éducation, dans une bonne éducation, il y a une bonne dose de sévérité. Il y a une bonne dose de dureté, il faut de fermeté. C'est pas pour faire du mal à son enfant qu'on le réprimande, qu'on le reprend. Bon, maintenant, vous avez dit qu'il y a les droits des enfants, à l'international, il y a ceci. Bien. L'enseignant ne doit même pas toucher à vos enfants. Vous-même, vous ne les touchez pas. Ça donne ce que ça donne, il faut qu'on assume. Mais bien plus, au rôle régalien de l'État, celui de donner à l'éducation ses lettres de noblesse. L'État doit revaloriser l'éducation, c'est-à-dire on doit revaloriser l'école, parce que l'école doit faire de l'enfant un client. Quand l'apprenant est un client que l'école doit servir. Alors lorsque l'école n'est pas valorisée et que l'enfant voit que là où même je parle, là, il n'y a pas d'intérêt, l'enfant va prendre le tuteur dans la rue. Bien, des solutions sont ainsi proposées, mais par où commencera-t-on? S'interrogent plusieurs citoyens qui restent sceptiques au regard du laxisme des décideurs et la décadence du système éducatif supposé être le socle même de la moralité publique. Une fosse septique déverse son contenu de déchets sur la voie publique au quartier Kilomètre 5, Grand Canyon, dans l'arrondissement de Douala 2e. Là-bas, les odeurs nauséabondes complètent le décor déjà difficile pour les populations qui redoutent des maladies hydriques telles que le choléra qui sévit en ce moment au Cameroun. Claude Coir, Eddie Junior ici. Devant cet immeuble, une mare d'eau. Si une partie de cette eau stagne sur le balcon du rez-de-chaussée de cette bâtisse, une autre partie ruisselle et envahit la ruelle qui dessert le quartier Kilomètre 5, Grand Canyon, dans l'arrondissement de Douala 2e. Selon les riverains, il s'agit d'une fosse septique pleine qui déverse le trop-plein de son contenu sur la voie publique. À cet endroit, des insectes et tout autre déchet y ont fait leur nid. Ceux qui y vivent ne savent plus où donner de la voix. Nous sommes vraiment dépassés pour l'eau sale, l'eau du caca, les toilettes qui sont partout là, et nos enfants qui marchent dedans depuis. Nous souffrons vraiment avec les coloras qui sont pleins dehors. Au salon comme ça, nous n'avions plus à respirer. Tu restes au salon, manger comme ça te dépasse à cause des caca. C'est exagéré. Nous, on a les enfants ici là. Chaque jour que Dieu a créé, depuis qu'on a construit l'immeuble ici, les toilettes coulent. On s'est déjà plaint de ça ici partout. Moi-même, je suis là, je suis malade. Je ne peux pas rester dans mon salon tranquille parce que ça ne me permet même pas de respirer. Des odeurs nauséabondes agressent les narines. Vivre dans ce coin de la capitale économique est devenu la croix et la bannière. Nous n'arrivons pas à vivre ici, là. Nous ne parvenons pas à respirer ici avec les odeurs. Surtout que, vous savez, le choléra est dehors. Les enfants jouent dans ce couloir comme d'habitude. Il y avait les eaux de ruisse qui l'envoient en route comme ça, c'est désagréable. Les enfants sont très mal à l'aise, même pas les enfants, même nous-mêmes les adultes. Quand nous piétinons ça pour aller dans nos maisons et puis on ne sait pas ce qui peut nous arriver. À ce tableau de peine, des ordures ménagères et des débris de matériaux de construction accentuent davantage un quotidien déjà difficile des riverains du quartier.
Hommes des eaux là, même ces locataires restent dans la maison, jeter les papiers par derrière, même dans la maison des voisins, et jettent les garnitures, les eaux sales. Ils jettent les condoms ici, là, chez moi. Je parle, même la nourriture pourrie, ils jettent toujours ici, là. Nous ayant mis en contact avec le couple propriétaire du dit édifice, nous ne pouvons malheureusement pas voir la version des faits de ces derniers sur cette situation dont les riverains souhaitent à tout prix en découdre. La ville de Douala est celle qui accueille un nombre important de déplacés de la crise anglophone et le quartier Mabanda dans le 4e arrondissement de Douala est le plus sollicité par ceux-ci. Face au flux migratoire de ces personnes, ONU Habitat, en partenariat avec le secrétariat d'État suisse à l'économie, promeut l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Robert Mokobé et du Junior ici. Depuis de nombreuses décennies, le Cameroun connaît des mouvements de population, des personnes déplacées et des réfugiés dont le nombre a augmenté ces dernières années en raison des conflits internes, notamment la crise anglophone ou Boko Haram. 679 393 personnes sont des déplacés internes issus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La ville de Douala polarise ces flux de nouveaux arrivants. L'arrondissement de Douala 4e en est devenu la porte d'entrée de ces déplacés internes de la crise anglophone. L'arrivée de ceux-ci est alors vecteur de nouvelles dynamiques socio-économiques qui a conduit à une pluralité de nouveaux enjeux pour la commune de Douala 4e en plein développement. Douala 4e fait partie des communes qui accueillent la grande majorité des personnes déplacées. Nos collègues, nos experts ont mené un certain nombre d'études sur le terrain, un diagnostic qui a permis de voir de manière détaillée les problèmes que les populations d'abord d'accueil, mais également les populations déplacées internes éprouvent au niveau du quartier, notamment du quartier Mabanda, où l'étude est spécifiquement menée. L'amélioration du cadre de vie de ces populations est une priorité pour ONU Habitat. Cela passe par un changement transformateur dans les villes et les établissements humains. Un intérêt capital et social. L'intérêt est de définir une vision commune et consensuelle pour la communauté d'accueil, mais également les personnes déplacées anglophones qui aujourd'hui vivent parfois de façon marginalisée ou également qui manquent de services de base, d'infrastructures pour vivre bien et avoir un cadre de vie optimal. En partenariat avec le secrétariat d'État suisse à l'économie, ONU Habitat, à travers le programme de planification urbaine et d'infrastructures dans les contextes migratoires, vise à améliorer l'accès à des services fiables et permettre aux populations locales et celles déplacées internes de pouvoir accéder à un ensemble de services sociaux visant à l'amélioration de leurs conditions de vie, en partenariat avec l'ONU Habitat. Ce que nous souhaitons, c'est que des projets qui seront effectivement identifiés doivent effectivement être mis en œuvre pour pouvoir accompagner nos populations afin qu'elles bénéficient de plusieurs opportunités leur permettant d'aborder les préoccupations quotidiennes de tous les jours. C'est lors d'un séminaire que les différents acteurs ont exposé la plus-value du dit programme. Dans cet atelier, en fait, qui concerne le profilage urbain de Douala 4e, nous remercions nos partenaires ONU Habitat et le secrétariat d'État à l'économie suisse qui vont aider la mairie de Douala 4e à pouvoir avoir les éléments qui nous permettront d'aider efficacement nos populations. Et nous pensons maintenant pouvoir savoir exactement où est-ce qu'il faut agir pour que les populations de Douala 4e soient en santé, que les populations de Douala 4e puissent aller à l'école, que les populations de Douala 4e puissent avoir de l'eau et les ressources de base pour leur santé, pour leur vie. Le flux des personnes déplacées internes à Mabanda ne saurait alors hypothéquer les conditions de vie des populations.
Dans l'arrondissement de Toubouro, au nord Cameroun, les populations de plus en plus victimes d'enlèvements et assassinats. Le récent cas en date est le meurtre d'un homme et l'enlèvement de son épouse et 2 jeunes filles. Des griefs portés à l'endroit du préfet lors du conseil municipal dont l'enveloppe budgétaire arrêtée à plus de 2 milliards de francs CFA sera consacrée en partie à la sécurisation des personnes et des biens. Jean-Blaise Noupéye, Kemazouma Tivda, Martin Abanda. Pleurs et consternations au sein de cette famille qui a perdu un de ses membres. Le nommé Djonga Jakis a battu froidement devant ses enfants. Son épouse, elle, enlevée, ainsi que 2 jeunes filles du voisinage. Les faits ont eu lieu nuitamment dans l'arrondissement de Toubouro, précisément au village Golombali, dans le nord du pays. Ils ont venu ici chez nous alors, à partir de 24 heures. Et ils ont fait arrêter ma maman, ils sont partis avec, et ils ont revenu encore arrêter mon père. Comme mon père n'entend pas la parole que nous parlons comme ça, c'est pas la force qu'ils sont forcés, mon père. Peut-être mon père n'entend pas alors, et ils ont tué mon père là comme ça. Et ils ont arrêté 2 voisins ici, 2 filles, et 3 avec la maman. Un énième acte de violence qui traduit le climat d'insécurité dans cette zone du pays. Les populations ont encore en mémoire l'enlèvement et la séquestration de 2 enseignants le mois dernier. Ils ont été libérés après paiement d'une rançon. D'ailleurs, l'un d'eux se rappelle encore comme si c'était hier. J'ai été enlevé par les kidnappeurs. J'ai été conduit dans un village voisin appelé Sirbia, où mon collègue également a été enlevé. Nous sommes devenus pères jusqu'au lieu où se trouve. Nous y sommes restés pour un séjour de 9 jours. Oui, traversant de 2 épreuves, payant une rançon de chacun, 3 310 000 chacun. Face à ce fléau qui va grandissant, le maire de la ville de Toubouro a véritablement tenu à évoquer ces crimes qui traumatisent les populations. C'était lors du conseil municipal de cette commune. La question de l'insécurité est une question actuelle qui se pose toujours dans la commune de Toubouro. Vous avez suivi les réactions des conseillers municipaux qui sont dans les zones périphériques de la commune, qui disent qu'ils ne dorment même plus chez eux par peur d'être enlevés. Afin de mener une lutte âpre contre ces malfaiteurs et kidnappeurs, le sous-préfet appelle les populations à collaborer avec les FMO. La tutelle que je représente joue toujours son rôle au quotidien, l'encadrement des populations, la lutte contre l'insécurité. Donc nous faisons de notre mieux malgré les moyens très modestes. Il reste maintenant aux populations de s'associer dans le renseignement. Parce que comme je l'ai relevé tout à l'heure, il y a une sorte de complicité des fils de la localité avec les malfrats. L'espoir de renforcer la sécurité des biens et des personnes demeure une priorité et les moyens pour y parvenir pourraient venir des 2,5 milliards qui constituent le budget de cette mairie. Les travaux de la 16e session du programme des réformes économiques et financières de la région CEMAC viennent de s'achever. À Douala, le comité de pilotage de cet organisme communautaire a sorti un communiqué final sur l'état des économies de la CEMAC. Subissant de plein fouet les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, le préfet CEMAC a prescrit des mesures pour faire face aux poussées inflationnistes autour des denrées alimentaires pour ainsi réduire les difficultés des ménages de subvenir leurs besoins. À ce propos, je vous invite à suivre la réaction du professeur Michel Sir Diena Wembo. Il est le secrétaire permanent du préfet CEMAC qui s'exprime au micro de Jean Pochuniat. Que nous n'aurons malheureusement pas dans cette édition du 20h.
Parlons religion. À présent, dans 3 jours, les fidèles catholiques et chrétiens du monde entier célébreront la résurrection de Jésus-Christ. Et en ce jeudi du Triduum pascal, tous revivent les derniers moments difficiles endurés par le Seigneur. Une occasion pour les hommes de Dieu de véhiculer un message de paix et de réconciliation dans le pays. Roméo Ngoula. À quelques jours de la fin du carême, les chrétiens s'apprêtent à célébrer la passion, la mort et la résurrection du Christ dans une période de 3 jours appelée Triduum pascal. À l'Église catholique, tout commence le jeudi saint. L'évêque va venir bénir les huiles catéchumènes, les huiles pour les malades et le Saint-Crème. Et au cours de cette même célébration, nous qui sommes les prêtres, nous allons renouveler nos promesses devant l'évêque. Le soir, jeudi saint, il y a la célébration de la messe de la Sainte Seine du Seigneur, au cours de laquelle le Seigneur institue l'Eucharistie et le sacerdoce. Il y a l'autel qui est dépouillé. En dehors des confessions et l'onction des malades, aucun autre sacrement n'est célébré ou administré ce jour. De même que le vendredi, jour du chemin de croix, mais seulement à partir du samedi soir, à la grande veillée. Et à 9h, nous avons le grand chemin de croix. Et après ce chemin de croix, à 15h, il y a la célébration de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec la vénération de la croix, c'est un jour de prière, de méditation, de jeûne et d'abstinence. Nous pleurons le Christ qui est mort pour nos péchés. À 20h, c'est la grande veillée pascale. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vainqueur de la mort. Il sort de son tombeau vivant. Ce jour, l'Alléluia, le chant alléluiatique va retentir. Il y a la liturgie baptismale parce qu'au cours de cette célébration, l'archevêque va administrer les sacrements de baptême, de confirmation et de l'Eucharistie. À l'église évangélique du Cameroun, c'est le même son de cloche qui retentit pour retracer les moments difficiles traversés par le Christ. Nous essayons de revoir les textes dans lesquels on nous parle de la trahison de Jésus, de l'arrestation de Jésus, du procès. Nous nous rappelons de sa crucifixion, de ses souffrances, sa crucifixion, de sa mort, de son ensevelissement, jusqu'à ce que nous puissions célébrer sa victoire sur la mort et sur les forces du mal lors de la Pâque. Au bout du compte, le message adressé aux chrétiens pendant cette période de célébration n'a qu'une seule coloration. Le jour de sa résurrection, le premier message que le Seigneur adresse à ses amis et à nous, c'est le message de la paix. Pour que cette fête de Pâques apporte la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans notre pays, le Cameroun. Que nous soyons unis, que dans notre pays, la guerre s'arrête, la haine s'arrête, que la résurrection du Seigneur nous apporte l'unité et loin de nous le tribalisme, le sectarisme. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, Dieu, notre Créateur, ne nous abandonne pas. Il nous permettra à un moment ou à un autre de vaincre toutes ces souffrances, de vaincre toutes ces atrocités, etc. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter tout le peuple chrétien et même tout le peuple camerounais à ne pas céder au désordre, ne pas céder au conflit, ne pas céder aux violences, ne pas céder à la rébellion. Dieu apportera des solutions heureuses à ces problèmes au moment opportun. Le temps de Dieu ne nous appartient pas, le temps de Dieu appartient à Dieu. Le dimanche 17 avril, jour de Pâques, les différentes célébrations de messe vont céder place aux réjouissances dans les familles.